Bonjour à tous. Bienvenue. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. Commençons. Je m'appelle Jake et pendant les 10 dernières années, j'étais marié à une femme nommée Nathalie. Si vous m'aviez posé la question il y a quelques années, je vous aurais dit que j'avais un bon mariage. Il s'avère que j'avais complètement tort. Nathalie prévoyait de me quitter, pensant qu'elle partirait avec la moitié de tout. Elle croyait avoir tout prévu. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais 3 longueurs d'avance. Pour être honnête, les choses n'ont pas toujours été mauvaises entre Nathalie et moi. Quand nous nous sommes mis ensemble, elle était douce et attentionnée. À l'époque, j'avais vraiment l'impression qu'elle était fière d'être avec moi. Mais avec le temps, les choses ont changé. Elle a commencé à me critiquer. Au début, je pensais que c'était une taquinerie ludique, mais ça a empiré. Elle me comparait à d'autres hommes, collègues, amis, même des inconnus. Pourquoi ne peux-tu pas être plus ambitieux comme James ? Tu vois comment Kevin emmène sa femme en vacances ? Ça doit être agréable. Frank sait toujours réparer les choses à la maison. Tu devrais apprendre de lui. C'était toujours quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus grand, de plus riche, de meilleur. À un moment, j'ai réalisé que, quoi que je fasse, ce n'était jamais assez pour elle. Si je travaillais tard, je ne gagnais pas assez d'argent. Si je rentrais tôt, je manquais d'ambition. Si je lui offrais des cadeaux, je gaspillais de l'argent. Si je ne le faisais pas, je la négligeais. Il n'y avait aucun moyen de gagner, et croyez-moi, j'ai essayé. La seule raison pour laquelle je ne suis pas parti plus tôt, c'était à cause de notre fille. Je n'allais pas laisser ma fille grandir dans un foyer brisé si je pouvais l'éviter. Alors, je suis resté. J'ai supporté ses comportements passifs-agressifs. Un samedi après-midi ordinaire. J'étais assis dans le salon, en train de consulter mon téléphone, quand ma fille s'est approchée de moi avec ce petit sourire plein d'espoir que les enfants ont quand ils vont demander quelque chose. « Papa, on peut aller chercher une glace ?» m'a-t-elle demandé, les yeux grands ouverts. Essayant déjà de me convaincre, j'ai ri et secoué la tête. « Ma chérie, tu sais que la glace n'est pas bonne pour toi tout le temps. Trop de sucre, c'était quelque chose que je lui avais dit 100 fois auparavant. Mais cette fois, au lieu de bouder ou de négocier comme elle le faisait habituellement, elle a simplement haussé les épaules et dit « Mais oncle Ben m'achète toujours des glaces. » Tout en moi s'est figé. J'ai forcé mon calme pour agir normalement. Mais qui diable était oncle Ben ? En gardant un ton léger, j'ai demandé « Oh, ouais, c'est qui oncle Ben ?» N'a même pas hésité. « L'ami de maman, il vient quand tu es au travail ou quand tu pars en voyage, il m'achète des glaces et des biscuits. » J'étais sans voix. Une enfant de son âge ne ment pas sur ce genre de choses. Surtout pas avec autant d'honnêteté désinvolte. Pour elle, il n'y avait rien de mal. J'ai forcé un sourire. « Oh, je vois, c'est gentil de sa part. » Elle a hoché la tête et est partie jouer, mais je suis resté là. Ma femme, Nathalie, avait un ami masculin qui venait quand je n'étais pas là. Je ne lui ai pas posé de questions immédiatement. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose de mieux. J'ai commencé à prêter attention au comportement de Nathalie, et c'est là que j'ai remarqué des choses. Elle quittait la maison beaucoup plus souvent que d'habitude, prétendant toujours avoir une course à faire. Mais elle s'absentait pendant des heures, des séances à la salle de sport qui duraient étrangement une demi-journée, des plans soudains avec des amis qu'elle n'avait jamais mentionnés auparavant. Et chaque fois que je posais des questions simples comme Où es-tu allé ?» ou Pourquoi ça a pris si longtemps ?», elle devenait défensive, comme si je n'avais pas le droit de demander. Son téléphone, c'était un autre signal d'alarme. Il était toujours en mode silencieux, toujours posé face contre la table. Elle l'emportait partout, même dans la salle de bain. S'il sonnait pendant que nous étions dans la même pièce, elle se précipitait pour le prendre et s'éloignait avant de répondre. C'était clair. Elle ne voulait pas que je m'approche de son téléphone. Les quelques fois où j'ai jeté un coup d'œil, je l'ai vu balayer rapidement les notifications, comme si elle ne voulait pas que je voie qui lui écrivait. C'était nouveau. Nous n'avions jamais eu de secret auparavant. Mais maintenant, on aurait dit qu'elle cachait une vie complètement différente. Et son attitude, c'était comme si elle avait changé du tout au tout. Tout ce que je faisais l'irritait. Elle commençait à chercher des disputes pour les choses les plus insignifiantes. Et j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Ces disputes semblaient toujours arriver juste avant qu'elle ait besoin de prendre l'air ou de sortir un moment. C'était comme si elle cherchait une excuse pour quitter la maison. Et la manière la plus simple était de faire de moi le méchant. Je n'avais jamais suspecté son infidélité. Et je continuais à essayer de réparer les choses. Je lui demandais ce qui n'allait pas, si elle était stressée, si quelque chose la tracassait. Mais à chaque fois, elle me repoussait. Quand j'ai commencé à observer ces schémas, j'ai arrêté de demander. Une nuit, j'étais assis au bureau dans notre chambre, essayant de noter quelques idées,
Quand j'ai réalisé que mon stylo n'avait plus d'encre, j'ai regardé autour de moi pour en trouver un autre. Et c'est là que j'ai vu le sac à main de Nathalie. Ouvert sur la commode, j'ai fouillé dedans. Mes doigts ont effleuré quelque chose de petit et en plastique. Je l'ai sorti sans réfléchir. C'était un flacon de médicaments sur ordonnance. Au début, je n'ai même pas vraiment enregistré ce que je tenais. Le nom du médicament ne me disait rien. Alors, j'ai pris mon téléphone, tapé le nom sur Google. Et en quelques secondes, j'ai trouvé... Le médicament était utilisé pour traiter des maladies sexuellement transmissibles. Je n'avais pas été avec Nathalie depuis des mois. Si elle prenait ça, ça ne pouvait signifier qu'une chose. Nathalie couchait avec quelqu'un d'autre. J'ai entendu l'eau s'arrêter dans la salle de bain. J'ai remis le flacon exactement où je l'avais trouvé. Je ne voulais pas qu'elle sache ce que je venais de découvrir. Au lieu de la confronter, j'ai décidé de jouer le jeu. Le Texas est un État où le divorce est basé sur la faute. Ce qui signifie que si je pouvais prouver son infidélité, elle perdrait non seulement son droit à une pension alimentaire, mais elle pourrait même devoir me payer des dommages et intérêts. Cette prise de conscience a tout changé. Au lieu de réagir, j'ai décidé de tendre un piège. La première chose que j'ai faite dans les jours qui ont suivi a été d'engager un avocat spécialisé en divorce. Quelqu'un qui connaissait ce type de cas, il m'a expliqué exactement ce dont j'avais besoin. Des preuves qui tiendraient devant un tribunal. C'est là que j'ai fait appel à un détective privé. Il a fallu plus d'un mois avant que le détective ne revienne avec des résultats, et ce qu'il a trouvé a confirmé mes soupçons. Elle ne se contentait pas de tromper, elle était audacieuse. Il y avait des photos d'elle rencontrant cet homme à divers endroits. Mais le pire, c'est qu'elle avait l'audace de l'inviter chez nous. Oui, vous avez bien entendu. Quand j'étais au travail, elle le faisait venir, le détective avait des photos et des vidéos horodatées montrant la voiture de cet homme garée devant notre maison à plusieurs reprises. À ce stade, tous les sentiments que j'avais encore pour elle avaient disparu. C'était irrespectueux. Et puis, il y avait notre fille. J'avais toujours suspecté qu'elle la négligeait. Mais maintenant, je commençais à voir à quel point c'était grave. Elle partait pendant des heures, parfois jusqu'à manquer l'heure du coucher, juste pour être avec lui. Elle était absente. Mon avocat m'a clairement dit que si je pouvais prouver qu'elle négligeait notre enfant, je pourrais demander la garde exclusive. Et c'est exactement ce que j'avais prévu de faire. À ce moment-là, elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Elle pensait m'avoir berné. Mais en réalité, j'étais en train de construire mon dossier, pièce par pièce, attendant le moment parfait pour frapper. Concernant les finances, Nathalie n'hésiterait pas à me saigner à blanc. Alors, j'ai transféré tous mes actifs majeurs dans des comptes au nom de ma fille. Je les ai configurés comme des fonds d'épargne pour ses études et structurés légalement comme des comptes d'héritage. Sur le papier, tout appartenait désormais à ma fille. Et comme ces comptes étaient strictement destinés à son avenir, Nathalie ne pouvait pas y toucher. Ce n'était pas aussi simple que de déplacer de l'argent. J'ai consulté un avocat pour m'assurer que tout était inattaquable. Et une fois ce que c'était fait, qu'appli n'y avait pas de retour en arrière, ce n'était pas une question de mesquinerie, il s'agissait de protéger ce pourquoi j'avais travaillé. Si j'avais laissé tout dans nos comptes conjoints et demandé le divorce, elle aurait eu le droit de réclamer la moitié, peut-être même plus si elle jouait bien ses cartes. En mettant tout de côté pour l'avenir de notre fille, l'argent ne m'appartenait plus. Tout ce que j'avais à faire était de devenir le tuteur légal des comptes de ma fille. Et j'en aurais toujours le contrôle total. Une nuit, après une énième dispute, Nathalie a enfin prononcé les mots que j'attendais. « Je veux se divorcer ?» Elle a croisé les bras et m'a fixé, s'attendant à ce que je la supplie, que je panique, que je me batte pour elle, mais je ne l'ai pas fait. J'étais prêt pour ce moment bien avant qu'elle ne pense à le dire à voix haute. Je voulais sortir de ce mariage autant qu'elle, peut-être même plus. Au lieu de discuter, j'ai simplement souri et dit « D'accord ». Ce seul mot l'a déstabilisée. Elle a cligné des yeux, comme si elle ne s'attendait pas à ce que ce soit si facile. Elle pensait avoir l'avantage dans son esprit. Elle était sur le point de partir avec la moitié de tout, plus une pension alimentaire pour rester à l'aise. Elle n'avait aucune idée que j'avais passé des mois à préparer ce moment précis. Le lendemain matin, avant qu'elle ne commence à parler de comment nous devrions diviser les choses équitablement, j'ai demandé à mon avocat de lui envoyer les papiers de divorce. Elle était encore en peignoir quand elle a ouvert l'enveloppe à la table du petit déjeuner. J'ai observé son expression changer. Son monde s'est effondré en temps réel. Les papiers détaillaient tout. Non seulement elle n'obtenait pas de pension alimentaire, mais elle pourrait même devoir me payer des dommages et intérêts. Pour la première fois depuis longtemps, elle était sans voix. Elle m'a regardé, les yeux écarquillés, comme si elle me voyait pour la première fois. Quand la procédure de divorce a commencé, Nathalie se comportait encore comme si elle avait tout sous contrôle. Elle pensait probablement qu'il y aurait une issue,
Mais elle avait tort. Le détective privé avait fait un travail minutieux. Il y avait des photos horodatées d'elle rencontrant son amant à divers endroits. Et quand le tribunal les a vues, il n'y avait aucun moyen de nier ce qui se passait. Puis était venu le coup de grâce, le médicament contre les S. J'avais pris des photos cette nuit-là, je me souviens de la façon dont son visage a blêmi quand mon avocat l'a présenté. C'était là une preuve documentée qu'elle traitait une infection qu'elle n'avait certainement pas attrapée de moi. Le juge n'a même pas essayé de cacher sa désapprobation. Le Texas est un État où le divorce est basé sur la faute, ce qui signifie que si l'un des conjoints est pris en flagrant délit d'infidélité, cela change complètement l'issue du dossier, elle était celle qui avait rompu nos vœux. Elle a perdu son droit à une pension alimentaire. Elle s'attendait à un gros chèque. Au lieu de cela, elle n'a rien eu. Et pour couronner le tout, comme son aventure a directement conduit au divorce. Il y avait une chance qu'elle doive même me payer des dommages et intérêts, mais le coup le plus dur pour elle, celui qui l'a vraiment brisé, c'est quand le tribunal a statué sur la garde. Mon avocate a tout exposé. La nuit où elle a laissé notre fille seule à la maison pour rencontrer son amant. Ses dépenses irresponsables. La façon dont elle priorisait son aventure sur sa propre famille, le juge n'a pas hésité. Il l'a vue pour ce qu'elle était, une mère inapte. La garde exclusive m'a été accordée, pas de coparentalité, pas de week-end, pas d'arrangement aller-retour. Nathalie a été réduite à une simple visiteuse dans la vie de sa propre fille. J'avais déjà transféré dans des comptes au nom de notre fille les principaux actifs, comme la maison, structurée de manière à ce qu'elle ne puisse pas y toucher. Au moment où la décision est tombée, elle n'avait plus rien. Quand nous sommes sortis de la salle d'audience, elle n'était plus la même femme qui avait demandé le divorce avec assurance. Je ne vais pas mentir. Il y a eu un temps où j'aurais peut-être envisagé de la reprendre et de réparer les choses pour le bien de notre fille. Mais ce temps est révolu. Je vois les choses clairement maintenant. Certaines erreurs ne peuvent pas être défaites. Et certaines personnes ne regrettent en leurs actions que lorsqu'elles réalisent les conséquences. C'est exactement ce qui est arrivé à Nathalie. Au début, elle a essayé de faire comme si elle s'en fichait. Mais dès qu'elle a réalisé qu'elle n'obtenait pas un centime de moi, qu'elle perdait la garde, qu'elle n'avait rien sur quoi se reposer, soudain, elle n'était plus si sûre de vouloir partir. Elle a commencé à appeler, à envoyer de longs messages sur nos nombreuses bonnes années ensemble, sur ses erreurs, sur le fait que notre fille avait besoin de nous deux, mais où était cette préoccupation pour notre famille quand elle se faufilait, où était tout ce regret quand elle me mentait en face, me traitant comme si je n'étais pas à la hauteur. Je suis resté ferme. Elle a essayé toutes les ruses possibles, la culpabilité, le faux remords, même me blâmer pour ne pas m'être battu pour notre mariage. Mais on ne peut pas se battre pour quelque chose que l'autre personne a déjà mis en feu. Elle n'était jamais désolée de ce qu'elle avait fait. Elle était désolée d'avoir été prise et encore plus désolée que je ne l'ai pas laissée partir avec la vie qu'elle pensait mériter. Maintenant, je suis libre, pas seulement légalement, mais mentalement, émotionnellement, financièrement. Je peux enfin me concentrer sur ma fille. Sur la construction d'une vie où je n'ai pas à marcher sur des œufs ou à me demander quels mensonges on me raconte aujourd'hui. J'ai beaucoup appris de tout cela. Premièrement, ne jamais ignorer les signes. Si quelque chose semble anormal, faites confiance à votre instinct. Deuxièmement, protégez-vous toujours, émotionnellement et financièrement. Si je n'avais pas pris les mesures que j'ai prises, j'aurais été celui qui se retrouvait sans rien. Et troisièmement, certaines personnes ne vous respectent que lorsqu'elles réalisent qu'elles ne peuvent plus profiter de vous. Alors, que en pensez-vous? Ai-je géré cela correctement? Qu'auriez-vous fait à ma place? Dites-le moi dans les commentaires. Et souvenez-vous, elle pensait qu'elle me jouait. Il s'avère qu'elle se jouait elle-même